Sincèrement, si l'investissement immobilier t'intéresse, mais à un plus haut niveau de faire des projets immobiliers, de faire des projets de construction neuve, j'insiste, reste jusqu'à la fin de mon entrevue. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador, où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, business, mindset et aussi on parle de cash, je parle de finances. Alors si ce sont des sujets qui t'intéressent, considère à t'inscrire à ma chaîne dès maintenant. Aujourd'hui, j'ai fait une belle entrevue avec quelqu'un qui a un parcours comme tout le monde. Quelqu'un qui a eu des up and down, qui a fait face à des challenges, qui en fait face toujours jusqu'à présent à cause des projets dans lesquels il est dans l'immobilier. Donc, encore une fois, si l'investissement immobilier, de projets immobiliers, de faire du développement de projets neufs t'intéresse, reste jusqu'à la fin. Parce que j'ai avec moi Axel qui a un podcast et une chaîne YouTube du nom de The Real Estate Effect. C'est un francophone du Québec, mais il a réalisé que pour du contenu anglophone québécois, il n'y en a pas. Donc, il a parti sa chaîne il y a plusieurs moments déjà. Ça fait un bon petit moment déjà. Je ne vous en dis pas plus. Je vais le laisser rentrer dans les détails, vous expliquer son histoire, mais surtout vous partager des pépites d'or, des golden nuggets qui vont vous permettre de non seulement exécuter, de passer à l'action, mais surtout de vous inspirer et vous motiver à vous lancer dans l'immobilier, mais surtout à réaliser vos projets, peu importe la grosseur. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Et Axel, un grand plaisir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je faisais une vidéo avec, je pense que tu le connais, tu as fait une vidéo avec lui, avec Swan. Oui. Puis justement, il était assis là, puis je lui demandais, hey, as-tu des personnes... Non, même pas, c'est lui qui m'a suggéré, hey, tu connais-tu Axel? Tu dois faire une vidéo avec lui. Je fais, hey, c'est qui lui? Tout de suite, je suis allé voir, j'ai vu que tu faisais du contenu, tu venais de Montréal, que tu es à Montréal. J'ai fait, let's go. Donc, oui. Pour les gens qui ne connaissent pas, dans mon audience, peux-tu faire une courte biographie, qui t'es, comment tu as commencé, etc. Bien sûr. Déjà, merci de me recevoir aujourd'hui. Très content d'être là. Je suis investisseur immobilier à plein temps maintenant. Ça fait à peu près déjà depuis 5 ans. Avant ça, j'étais en pâte et papier. Et puis quand on me dit, comme on me le rappelle souvent, « Oh, toi, ton accent, t'es pas d'ici. » Non, moi, j'ai grandi aux Antilles. Et puis, je suis venu au Québec pour finir mon secondaire. Et puis, je suis jamais reparti. Je suis passé par l'Université Concordia en économie et commerce. Je travaillais en gestion de chaîne d'approvisionnement en pâte et papier. Rien à voir avec l'immobilier, mais ça a été un très bon apprentissage de comment organiser les choses au bon prix, au bon endroit, au bon moment. Et donc, puis après, il y a eu certaines évolutions. Je me suis marié, on a eu un premier enfant, un petit garçon. Puis c'est vrai que c'est là où j'ai découvert le bonheur de pouvoir passer plus de temps à la maison et de plus échanger mon temps contre de l'argent. Puis je suis devenu investisseur. Petit à petit, on a commencé avec un 5plex et puis voilà. That's it. Fait que là, tu as quel âge? 41 maintenant. 41. Puis, quand est-ce que tu as commencé? À quel âge exactement tu as commencé à investir? Commencer l'investissement immobilier, alors en âge, on a acheté notre première unité en genre 2012-2013. Après ça, en fait, quand on s'est mis ensemble avec ma copine, elle avait un condo et moi j'avais un petit condo. Et on avait décidé qu'elle emménage chez moi parce que le mien était plus petit. Donc on pouvait louer le grand. Et puis commencer un petit peu comme ça. Et puis après, on s'est mis ensemble. On a acheté un petit duplex à Verdun dans lequel on habite toujours, qu'on a converti en unifamilial. Puis après, on travaillait tous les deux dans le corporate world, sans enfants, on gagnait relativement bien notre vie. On a acheté un condo en face. On s'est dit, oh, ça va être facile à gérer, c'est de l'autre côté de la rue. Et puis après, là, c'est là où, après ça, vers 2018-2019, on est passé à du multifamilial. Boom. Puis parle-nous un petit peu justement de ton step là, t'es parti, t'as le duplex que t'as converti en unifamilial, t'as le condo en face. Le step là, de passer à du multifamilial, c'était quoi ton premier multifamilial? Je vous arrête un petit instant. Si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier,
allez dans la description dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur le lien pour réserver une consultation avec votre cher et l'unique Better Call Chris, où est-ce que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. On va pouvoir regarder votre situation, mais encore mieux, on va pouvoir élaborer un plan d'action qui va vous permettre, oui toi, te permettre de soit vendre, acheter ou encore mieux, investir en immobilier. Alors, si tu désires passer à l'action et te lancer dans le monde de l'investissement immobilier, va dans la description et clique sur le lien dès maintenant. De retour à la vidéo. Notre premier multi, c'était un... ça l'est toujours, on en est toujours cher propriétaire. C'est un 5plex à la Chine qu'on avait acheté en 2019 pour 480 000. On s'était dit qu'on avait fait un très bon deal. Et ça l'était, c'est juste que la propriété avait besoin d'amour. Elle avait été un peu négligée et surtout on avait vu beaucoup de potentiel parce qu'il y avait 2, 3,5 qu'on pouvait transformer en 4,5 assez facilement. Et donc c'est un peu comme ça qu'on a commencé. Et en fait la transition par rapport au condo s'est fait où quand on a acheté la première unité, on a vu le potentiel et c'est surtout que en fait on s'est éduqué. Et moi j'ai le plaisir à dire que j'ai eu un master's degree en immobilier en écoutant des centaines d'épisodes de podcasts de Bigger Pockets. For real? Ouais, aux États-Unis. Wow. Alors, c'est vrai que c'est toujours du contenu américain. Il y a des choses qui sont absolument pas applicables au Canada ni au Québec, mais il y a quand même un tronc important commun où ça marche. Tout à fait. Et c'est là où ça m'a beaucoup ouvert les yeux sur du multi, puis surtout c'est scalable. Tu peux grandir plutôt que d'acheter une unité, de faire des condos à différents endroits, achète-toi des 5. Et en fait, assez rapidement, j'ai compris qu'il fallait mettre le maximum d'unités sous le même toit. Et c'est parti de là. Parce que quand tu changes le toit, tu changes un toit, mais tu as 8, 12, 16 unités en dessous. Et donc c'est comme ça qu'en fait, on s'est beaucoup plus orienté vers du multi. Puis, dans le fond, parce qu'on s'entend que, tu as quand même acheté à 400. Combien t'as acheté le 5 logements? 490. Fait que puis, c'était pas les mêmes nombres d'aujourd'hui avec la valeur économique, le montant de mise de fonds et tout ça. Non, puis on l'avait financé au conventionnel, bien basique. Là, on ne connaissait pas tous les tricks de trade avec la SCHL. En plus. Et donc, on l'a financé conventionnel, puis c'est une fois optimisé que là, on est allé SCHL. Puis là, une fois que tu as... Là, après ça, ton prochain move, le move qui a suivi après celui-là, ça a été quoi? Alors, après celui-là, c'est pareil. Ça a été un autre 5 logements à Hochelaga Maisonneuve. On est en quelle année, là? 2020, 2021. Ça commence à devenir blurry. Fait que, merci. Mais c'est ça, pour ça que je te demande les dates. Parce que là, on s'entend, il y a plus de surenchères, plus de compétition. Ouais, mais celui-là, on l'a trouvé hors marché. Oh. Il était mal listé. Nice. C'est le gars, ça, c'est le petit... Ça me fait toujours halluciner. C'était un gars qui avait un petit parc. Il avait 3-4 propriétés avec un de ses partners. Le gars, 65 ans, il a fait ça pendant 30 ans. Il est tanné, il veut vendre. Il avait mis une pancarte... proprio, non pas proprio, du proprio, tu sais, la pancarte blanche et verte, mais c'était pas listé sur internet, c'est juste qu'il avait utilisé celle-là parce qu'il y avait son numéro de téléphone dessus, donc il y avait juste les gens qui passaient devant en voiture qui pouvaient le voir. Puis moi, c'est un ami qui m'avait dit, un bird dog, Simon, shout out to him, qui m'avait dit hey, tu sais, c'était un 5plex à 750 dans Hochelaga Maisonneuve, il y avait du potentiel. Et c'est juste qu'il faisait un peu peur parce que la façade en pierre était un peu cassée. Okay. Puis il y avait du travail en sous-œuvre à refaire. Et donc au début, je voulais rien savoir. J'avais été le voir, je disais, je veux rien savoir de ce bloc. Puis après, c'est un autre ami investisseur développeur qui m'a dit, Axel, si tu veux que acheter des bâtisses qui n'ont pas de problème, tu n'achèteras rien. Et je me suis dit, man, tu as tellement raison. Merci pour le kick in the butt. Et j'y suis retourné, on l'a mis son contrat, on a closé ça 2 mois après. Boom. Là, sais-tu combien de mises de fonds qu'il te fallait? Là, on avait mis à peu près 200 000, je crois. Je ne me souviens plus exactement des chiffres, 200, 220. Pareil, on a financé ça au conventionnel avec la Banque nationale à l'époque. Et puis, on s'était dit, bon, il y a une reprise en sous-œuvre, c'est-à-dire qu'il y a de la fondation à refaire. Okay. La bâtisse avait bougé, elle s'était enfoncée au milieu, comme toutes les bâtisses du plateau et d'Hochelaga. Et donc, il fallait refaire la façade. Enfin, refaire la fondation. Et puis après, une fois que c'était fait, que c'était stabilisé, on a enlevé toute la pierre. Et on a nettoyé la pierre et on l'a bien remise. Et puis, on a aussi changé toutes les portes et fenêtres et refait le toit. T'es-tu allé chercher un prêt réno pour tous ces travaux-là? Non, parce qu'on avait refinancé le 5plex de la Chine. Donc, de la Chine. Donc, on a utilisé ça pour les travaux. OK, fait quand vous avez refinancé, vous êtes allé chercher le maximum. Dans le fond, vous avez l'argent de la mise de fonds et l'argent pour les travaux, pour les petits bobos. Mais techniquement, s'il n'y aurait pas eu les petits bobos... Ça aurait été...
là, vous auriez plus d'argent pour injecter, mettons, pour l'optimisation puis tout ça, ou vous auriez plus un backup, un petit coussin financier. On aurait eu un peu plus de coussins. C'est juste que l'intérieur de la bâtisse était relativement correct. Il y a eu des trucs mineurs. Ok. Là. On a refait une petite cuisine dans un des 3,5. Tu sais, des trucs relativement minimes et plus cosmétiques à l'intérieur. Là où elle avait besoin d'amour, cette bâtisse, c'était sur l'enveloppe. L'enveloppe. Et c'est vrai que sur le premier projet, on avait fait plus de l'intérieur. Donc on s'était dit, c'est complémentaire. Tout à fait. Et voilà. Et en fait, pendant qu'on faisait celui-là, c'est là où on a trouvé d'autres opportunités. Alors c'est là où en fait, le premier 5plex à la Chine, on a un partenaire, on a quelqu'un d'autre qui est propriétaire avec nous. Et après ça, on s'est mis à trouver d'autres petits projets en faisant un peu de la prospection. Ouais, en faisant de la prospection. Et c'est là où mais là, on est resté pareil, dans du 5, du 4, etc. Et c'est que plus tard qu'on a fait le jump, en fait, en 2022, vers du développement et des projets un peu plus gros. Parfait. Ça, on va regarder ça pour tantôt. Mais par rapport à celui-là, je vais revenir sur celui de Hochelaga Maisonneuve. Parce que la réalité, on s'entend que pour une bonne partie de beaucoup d'investisseurs, ils auraient pris leurs jambes en courant puis ils seraient partis là. Dès qu'ils auraient vu un problème de fondation, en plus du revêtement extérieur en briques, en pierre, il y en a beaucoup qui auraient tiré la plug, même du monde avec de l'expérience. T'as pas eu peur, vous n'avez pas eu cette période d'hésitation-là pour faire « OK, non, tu sais quoi, on se retire ». C'était quoi un petit peu le mindset, puis comment vous avez dealé avec ça? Le mindset, c'est on voyait le potentiel, et quelquefois, moi, je me dis, je suis peut-être un peu... c'est pas innocent, c'est pas ça, mais je me dis, bon, ça va bien se passer, là, on va y arriver, on trouvera des solutions. Tu sais, de la fondation, c'est refaire un trou, on va remettre du béton, on va reposer la bâtisse, on va y arriver. Et là, est-ce que ça a été plus dur? C'est clair. Est-ce que la bâtisse, la façade, on a eu d'autres problèmes avec la pierre? Ben, sûrement. Et pour te raconter, donc on prend les mesures portes et fenêtres. Ça part en production, puis ça, c'était dans le gros du pic, où les fenêtres, c'était 3 mois. En plus. Elles arrivent, elles sont livrées. Je regarde les fenêtres, je regarde le trou, je regarde les fenêtres, je regarde le trou, je me dis, c'est bizarre. Moi, je trouve ça bizarre. On remesure, elles étaient arrivées, elles étaient 9 pouces trop courtes. Et heureusement qu'à la livraison, il y avait le représentant du manufacturier. Je lui ai dit, c'est vous qui êtes venu prendre les mesures. Fait que c'était leur erreur. C'était leur erreur. OK. Ça repart en usine. Ça repart, donc tu attends 4 semaines. Oh, on fait ça rush. Tu vois, tous les petits trucs où tu dis, ouais, mais moi, il faut que je refinance, là. Faut que j'aille sur le marché, il faut que je loue, il faut que je refinance, et tout ça. Donc, oui, ça a pris plus de temps. Oui, ça a été un peu over budget. Mais finalement, on est rentré exactement dans l'objectif. On s'était dit, il faut qu'on ait une valeur après à 1 250 000. Puis, on est arrivé à 1 240 000 à l'évaluation. Boom. Ouais. Boom. Donc, on a réussi. Ça nous a pris 3 mois de plus. Voilà. Mais pendant cette période-là d'attente, c'était pas loué au complet? C'était loué, il y avait juste les 2, 3,5 du rez-de-chaussée qui ne l'étaient pas. Il y en avait un où on avait trouvé un locataire et qui avait un peu de flexibilité, et puis heureusement. Et l'autre, on a eu un autre petit imprévu avec l'assainissement. Et ça, c'était la dernière unité à être louée au rez-de-chaussée. Et puis à la fin, parce que c'est quand même une époque où ça se loue quand même relativement facilement. Tu as le bon prix, le bon endroit, ça va. Est-ce que tu trouves que cette courbe d'apprentissage-là, quelle valeur que tu donneras à ça? Énorme. Énorme, parce que tu peux lire tous les livres que tu veux, tu peux écouter tous les podcasts, tu peux suivre les autres, tu peux écouter les histoires. Tant que c'est pas toi qui est dedans, qui est responsable, où tu as le gars des fenêtres, le gars de la pierre et de la façade, le bâtiment. Et puis exactement, puis que toi tu as mis toutes tes économies dedans, et puis que tu as le gars qui te dit ouais mais ça va pas, puis ça je comprends pas, puis sur le plan ça dit pas ça. Tant que tu n'as pas été dans cette réalité, tu l'as pas vraiment fait. Puis grâce à cette expérience-là, où est-ce que ça t'a amené aujourd'hui? C'est ça, c'est que c'est un cheminement. C'est une très bonne question, merci beaucoup. En fait, avec ce projet-là, c'est vrai qu'on a été un peu plus confortable à faire des grosses rénovations. Et en fait, moi, dans ma vision de créer une communauté, je m'étais dit, ouais, mais un jour, j'aimerais bien carrément construire. En fait, entre ça, on a acheté une autre petite bâtisse aussi à Verdun, un duplex, sur lequel, en fait, on pouvait rajouter 2 étages. Nice. Et donc ça, c'est ma femme qui l'a trouvé. C'est une toute autre histoire. Et ça, c'est un projet qui est encore actuellement en cours. Et on avait aussi trouvé une succession qui était vendue par Revenu Québec, qui était listé sur Centris, où tout le monde s'est dit, mais on y est allé, c'était un 4plex vacant qui avait besoin d'amour. Et là, on a fini le projet, il est en vente actuellement. Et donc, on a aussi fait ces 2 projets. Mais en 2022, c'est là où
moi, j'en avais parlé avec un ami qui fait des plus gros projets. Puis c'est un jour, lui, qui m'a proposé un projet en me disant, bah, écoute, il y a un 16 unités à construire à Saint-Jérôme. Si ça t'intéresse, voilà. Donc, on est parti de là. Boom. Fait que du saut du résidentiel à des projets de propriété, d'investissement immobilier, qu'est-ce qu'il faut pour quelqu'un qui désirerait suivre ce même parcours-là? Faut être capable. Alors déjà, il faut un peu de ressources. On va se le dire. Les gens ressources qui disent, financières, là. Ressources financières. Les gens qui te disent ouais, faire de l'immobilier sans argent, ils te mentent. Merci. C'est pas vrai. Puis, en gros, rapidement, en parenthèse, ce serait combien environ là, de liquidité de fonds pour dire OK, je peux m'embarquer dans un projet comme ça? Alors, c'est une très bonne question. Ça dépend du projet. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Nous, on est rentré dans ce projet à peu près, en tout, il nous fallait 600 000. 600, 650. On a fait rentrer un partenaire qui est venu avec du capital et nous, on a redéployé le capital qu'on avait sorti d'Hochelaga Maisonneuve. OK. Donc, à chaque fois, on l'a roulé. Nice. Et le truc, c'est que ce projet-là, je voulais faire un projet de construction neuve, mais c'est vrai que le côté risque et développement avec la ville me faisait peur. Et celui-là, c'était un projet qui était déjà approuvé par la ville. Okay. Donc, en fait, cette partie du risque avait été enlevée. Et donc, c'était vraiment se concentrer sur le financement et la construction. Il y a plein d'autres choses qui se sont passées. Et puis je vais vous raconter l'histoire. Mais en gros, c'est pour ça que je me suis senti de faire ce step pour aller vers ce plus gros projet. Parce qu'une partie du risque était enlevée. Et je m'étais dit, bon, bah, là, on a fait des grosses rénaux et un peu de construction. Bon, bah, maintenant, on va entièrement construire. Donc, c'est pour ça que je me suis permis d'aller là-dedans. Ce qu'il faut, c'est de la ressource. C'est clair qu'il faut de la ressource financière, d'en avoir maintenant, mais aussi d'avoir la capacité d'aller en trouver. Parce qu'on n'a pas forcément tout ce qu'il nous faut, mais si on sait qu'on peut débloquer des fonds quelque part ou qu'il y a des gens qu'on est capable de faire rentrer, ça aide. Deuxièmement, il faut de la patience, de la ténacité, et il faut surtout se souvenir pourquoi on le fait et c'est quoi notre why au début. Pourquoi est-ce qu'on essaye d'accomplir ça? Parce qu'en fait, c'est la motivation qui, dans les moments difficiles, va te rappeler pourquoi tu t'es mis dans cette merde. Et ça, il faut souvent se le rappeler. Pourquoi je me suis... Il y a des fois, je suis resté éveillé au lit à me dire « Mais pourquoi j'ai resté ce projet? Pourquoi je me suis mis là-dedans ?» Et en fait, ça vaut la peine. C'est sûr. Puis, comment tu deals avec le contracteur, trouver les contracteurs dans ce secteur-là? Parce que toi, tu es à Montréal. Ça ne veut pas dire que tu es... Puis tu le sais comme moi, dans la construction, moi, j'appelle ça... Ils sont très territoriaux dans le sens que les gars de Montréal vont pas aller à Saint-Jérôme. Les gars de Saint-Jérôme veulent rien savoir de pogner dans le trafic puis de descendre leurs gars à Montréal. Comment tu fais comme quelqu'un qui part un projet qui n'est pas dans sa localisation? Comment tu fais pour mettre ces morceaux-là du casse-tête ensemble, de trouver les personnes compétentes qui font une bonne job, qui ne vont pas te charger un prix de fou, les surveiller, superviser le tout? Comment qu'on fait ça? C'est une très bonne question. C'est vrai que ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de gens qui s'intimident au début. Il y a une bonne vieille technique. Si tu veux trouver des contracteurs, tu vas à Home Depot à 7 h le matin et tu prends des photos des camions. Pour vrai? Bah, ils se lèvent tôt. 100%. Ils vont faire les courses. Et puis, voilà. Pourquoi la photo du camion? Bah, c'est juste parce que dans le magasin, tu ne sais pas forcément qui est à qui. Alors que tu prends une photo du camion, tu as le numéro de téléphone, tu leur téléphones. Effectivement. Voilà. Après ça, moi, j'ai passé beaucoup de temps à parler avec les gens à Saint-Jérôme. Et surtout, on avait parce qu'il y avait eu un feu, on avait un nettoyage de terrain à faire. Et donc après, ça a été de parler à des gens localement. Et par exemple, moi, il y a un gars qui a une entreprise d'excavation qui m'a contacté. Si jamais un jour tu fais un projet, je voudrais bider sur l'excavation. Ok, parfait. Avant de faire l'excavation, il faut que je nettoie le terrain. Est-ce que tu as des entreprises locales à me recommander pour de la décontamination? Ah bah oui, bah tiens, je peux te connecter avec un tel qui est à Mirabel. Et puis ça s'est fait comme ça. Donc déjà de faire de la recherche sur un super outil qui s'appelle Google, où on tape contracteur Saint-Jérôme ou contracteur et sa ville. Puis après, il y a différents mots qu'on peut rajouter. Donc de faire une recherche, de téléphoner aux gens. Prenez le temps de leur téléphoner. Faites pas juste regarder leur site internet. Téléphonez-leur, parlez-leur de votre projet. De demander à votre réseau. De demander à d'autres gens du quartier ou d'autres gens de la ville. Toi qui as fait des projets, qui tu me recommanderais à cet endroit-là pour ce type de projet? Ensuite, aller à Home Depot à 7 h le matin. Et puis sinon, quelquefois, parler à la ville. Il y a différents moyens. Et puis, moi, c'est beaucoup par le réseau, en fait. Parler aux gens, demandez-leur. Et puis, à la fin, c'est un peu les mêmes noms qui reviennent. Tout à fait. Puis,
Tu as suivi des formations en dehors de Bigger Pockets. Tu as suivi des formations, je crois. Ouais. Parle-nous un petit peu de ça parce que est-ce que tu trouves que ça a fait une différence dans ton parcours? Je te laisse élaborer. C'est un très bon point. Alors oui, j'ai suivi des formations. J'ai suivi des formations de programmes un peu aux États-Unis et puis au Canada et puis surtout au Québec. Au Québec, moi, j'ai pris le cours du Club Investisseur Immobilier. Ça m'a beaucoup aidé parce que ça a permis de structurer des choses que j'avais appris un peu à différents endroits par moi-même en écoutant des podcasts. Parce que là, surtout, on peut poser des questions, on peut interagir avec les autres. Et puis surtout, tu te retrouves dans une pièce où il y a 35 personnes comme toi qui ont exprimé le désir d'apprendre, qui ont été capables de payer pour, donc qui ont un petit peu de moyens. Et donc, du coup, tu te crées un réseau aussi parce que tu sais que dans 1 an, dans 2 ans, peut-être qu'en fait, tu feras un projet avec ton voisin, que ce soit pour se mettre en partenariat pour être actif, que ce soit pour du capital, etc. Donc, moi, ça m'a beaucoup aidé d'un point de vue pour la connaissance et de 2 pour construire le réseau local, pour avoir des gens à qui parler. Et puis surtout, il y a des événements mensuels, tu y retournes tous les mois, puis tu vois les mêmes têtes, et puis tu poses des questions. Puis, hey, toi, quand tu as ce genre de problème, tu fais quoi? Ah, appelle un tel, je vais te donner son contact. Ça n'a pas de prix. 100%. Parlons un petit peu de ton podcast, tes vidéos podcast. Pourquoi? C'est quoi le but derrière? Qu'est-ce que ça t'apporte? Absolument. Mais en fait, pendant le début du Covid, pendant qu'on était tous à la maison, avec ma femme, j'ai eu un comment on dit en anglais, un withdrawal. C'est quand tu peux plus faire quelque chose que tu aimais faire. Et ça, c'était de parler d'immobilier avec plein de gens. Et en fait, je m'étais dit, mais en fait, tout le monde est à la maison. Les gens sont assez réceptifs. Et je m'étais dit, tiens, je vais commencer un meet-up. Parce qu'en fait, au début, on était genre à peu près 8 ou 10, où on se parlait beaucoup, puis là on pouvait plus. J'avais dit, tu sais, regarde, on va faire un Zoom, puis les mardis soirs, on va se parler. Yes. Donc on avait dit tous les 2e mardis soirs. Puis j'avais commencé une petite page sur meetup.com qui s'appelle The Very Real Estate Effect. Et puis une fois, j'avais juste mis, tiens, j'ai un ami qui va parler d'un des projets qu'il a fait. Puis il y a 3 personnes de l'extérieur qui se sont inscrites. Je me suis dit, oh my God, il y a des gens qui vont venir. Et donc on a fait 1, on a fait 2. Et puis, on a grandi. C'était une fois de plus les 2e mardis du mois. Puis, on est monté jusqu'à à peu près 40-45 personnes toutes les 2 semaines. Et moi, j'adorais ça parce que je rencontrais des gens à qui j'aurais jamais parlé. Sauf qu'au bout de quelques mois, je me suis aperçu que quand tu raccroches le Zoom, le contenu, il disparaît. Et puis, c'est bête parce qu'on a eu une super bonne conversation. Puis, il y a d'autres gens qui auraient pu en profiter. En plus. Voilà. Et après, je m'étais dit, en fait, ça faisait peut-être 1 an que j'aurais adoré commencer un podcast, mais j'avais le syndrome de l'imposteur en me disant, mais je suis qui, moi, pour parler de ça? J'ai juste fait 4 ou 5 projets immobiliers. Tu sais, j'ai pas des centaines de portes. Je suis qui pour faire ça? Et en fait, c'est ma femme qui m'a énormément soutenu, qui m'a dit, Axel, vas-y, tu as toujours voulu le faire, en tout cas depuis 1 an. Juste fais-le. Et c'est là où j'ai pris mon courage à 2 mains et que j'ai lancé The Real Estate Effect Podcast, qui était à l'époque le premier podcast d'immobilier en anglais au Québec. Maintenant, ça fait 3 ans. On en est à 160 ou 170 épisodes. Et ça a été une super aventure. Ça a commencé comme un jeu. Nice. Wow. Puis, admettons, ce serait quoi tes 3 conseils à quelqu'un qui veut se rendre où est-ce que tu es rendu aujourd'hui? OK. Tes 3 power tips, là. Okay. Oui. Je vais essayer de les résumer parce qu'il y en aurait eu plus. La première chose, s'il vous plaît, et si vous êtes là maintenant en train d'écouter cette entrevue et de suivre la chaîne de Chris, c'est éduquez-vous. Apprenez, éduquez. Il n'y a rien à réinventer. Vous n'avez rien à créer. Il faut juste que vous appreniez comment ça marche. Et ça, c'est s'éduquer. Il y a des moyens gratuits de s'éduquer. Il y a des moyens payants de s'éduquer. Peu importe là où vous en êtes. Donc, la première, c'est éduquez-vous. La deuxième chose, c'est entourez-vous de gens, comme Christopher, qui font ce que vous avez envie de faire. Parce qu'on est tous dans un grand cycle. Moi, je me dis, c'est mon côté un peu, j'allais dire, ésotérique. La vie, c'est une spirale, c'est pas une ligne droite. Et on en est tous à différents endroits dans la spirale. Et pour avancer, on n'a pas besoin de trouver et de s'inspirer de quelqu'un qui est au bout de la spirale. On a juste besoin de trouver quelqu'un qui est un peu plus loin dans le cycle. Tout à fait. Donc, trouvez juste des gens autour de vous, ou pas, parce que quelquefois, les gens autour de vous, c'est les pires pour vous aider avec ça. Effectivement. Quelquefois, n'allez pas autour de vous, mais trouvez-vous des gens qui font ce que vous avez envie de faire et qui sont juste plus loin dans le cycle. Et puis, attachez-vous à eux, et
essayer de voir est-ce que je peux t'aider avec du travail? Est-ce que je peux de temps en temps te poser des questions? Est-ce qu'on peut, quand tu approches les gens et dire est-ce que tu peux être mon mentor? C'est toujours extrêmement intimidant. Mais juste, qu'est-ce que vous pouvez faire pour apporter de la valeur à cette personne pour pouvoir être avec elle de temps en temps? Parce que en voyant ce qu'elle fait, vous allez apprendre et ça va vous inspirer. Donc, 1, apprendre et s'éduquer. 2, mettez-vous avec des gens qui font ce que vous êtes en train de faire. Et la troisième, et une des plus importantes, c'est qu'il faut extrêmement clarifier pourquoi vous faites ça. C'est quoi l'objectif de vie qui fait que c'est quelque chose qui est important pour vous? On dit toujours le why, le why, le why. Nous, avec ma femme, on a envie de passer du temps avec les enfants et on a envie de choisir comment on dépense notre temps. Parce que notre temps, on le dépense comme de l'argent. Et comment on passe notre temps. Et donc, moi, j'adore l'immobilier parce que c'est un fabuleux véhicule d'investissement. Il y en a qui préfèrent investir en bourse parce que c'est plus facile et c'est quelque chose qu'ils comprennent. Tant mieux. Vas-y, man. Go all in. Il y en a qui veulent faire de la crypto. Si c'est quelque chose que tu comprends et que tu y crois, vas-y à fond dans la crypto. Il y en a qui veulent faire ça avec des online stores. Peu importe ce que c'est. Mais identifie pourquoi tu le fais et surtout fais-le à fond. Et il faut que tu aies envie de devenir, quand je dis le meilleur, il n'y a pas de meilleur à quoi que ce soit, mais de t'y mettre à fond et t'y dédier pour que ce soit encore plus une passion. That's it. Boom. Dropping bombs. Voilà. Une autre question. Deux autres questions pour toi. Peut-être 3, si on a le temps. Ce serait quoi le conseil que tu donnerais à la version plus jeune de toi-même? Est-ce que tu dirais, va tout de suite, perds pas ton temps, ou qu'est-ce que tu dirais? OK. Si je recommençais tout, ou pour un jeune qui écoute maintenant, et quand je dis un jeune, c'est genre entre 20 et 30, c'est éduque-toi encore plus vite et plus fort, et surtout, commence le plus rapidement possible avec des plus gros projets. Moi, quelque part, la période 5plex, 4plex, etc., ça a été très formateur, ça m'a donné confiance, mais maintenant je me dis, waouh, en fait, j'aurais aimé, et si je recommençais, j'essaierais de commencer avec des plus gros projets plus rapidement. Mais c'est toujours facile à dire une fois que tu as un peu plus de connaissances et d'expérience. Ça, et puis surtout, juste, faut pas s'arrêter. C'est extrêmement décourageant quelquefois. Mais il faut juste pas s'arrêter. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Tout à fait, 100%. Parle-nous un petit peu de ton mastermind, parce que justement, j'ai vu un de tes stories passer hier avec une jeune dame, justement, tu parlais de ton mastermind. C'est quoi? Pour qui ça s'applique? Y a-t-il un frais associé à ça? On t'écoute. Eh bien, merci beaucoup. Donc, on lance ça avec Terry Shower. On fait ça ensemble. En fait, on a tous les deux des gens dans notre galaxie qui sont en début de carrière d'investissement immobilier et qui nous disent « Ouais, mais j'adore passer du temps avec vous parce que 15 minutes de conversation, ça me motive. Puis à chaque fois que j'ai une question, tu peux me répondre, tu as la connaissance. Puis surtout, tu as un bon réseau. Tu m'as recommandé un avocat, on a travaillé ensemble, ça a été super. » Et en fait, tout simplement, c'est qu'on a voulu être plus structuré dans cette approche. Et donc, on a, à partir de fin janvier de cette année, donc d'ici quelques jours, on lance le mastermind. On prend 10 personnes. On se retrouve 2 fois par mois et on va beaucoup vous aider. Et les gens à qui ça s'adresse, c'est si tu as un petit parc immobilier, si tu as envie de commencer un petit parc immobilier, il faut que tu sois motivé, il faut que tu y crois. Il y a un processus d'application et non, on ne prend pas tout le monde et ce n'est pas juste une question de si je peux payer pour, je rentre. Ce n'est pas vrai parce que nous, on a envie d'être avec des gens qui vont nous motiver et nous exciter aussi. Et oui, il y a un frais, c'est en fait 175 pièces par mois, c'est minimum 3 mois et croyez-moi, la valeur qu'on va construire à travers ça est énorme comparé au petit investissement que c'est. On commence dans 2 semaines. Il nous reste 2 places. Et d'ailleurs, il faut que je check parce que j'ai reçu une application en plus. Donc, peut-être juste une. Et s'il y a des gens que ça peut intéresser, qui me contactent. Nice. Dernière question. Tes objectifs d'ici 10 ans, pourquoi et comment tu vas faire pour t'y rendre? Alors, pourquoi? Pour continuer de choisir comment je passe mon temps en famille. Et je m'y rends en mettant beaucoup de travail maintenant. Et on en parlait un tout petit peu tous les deux. En fait, on a le même âge tous les deux. Et à 41, je me dis qu'entre 40 et 55, c'est le gros où il faut pousser fort pour que quand on arrive même à 52, 55 et tout ça, on puisse se dire « I'm pretty set ». Right. Et donc ça, c'est la persévérance maintenant.
et de continuer à travailler sur des plus gros projets. Et surtout, et ça c'est un conseil que je donne à absolument tout le monde, oui, il faut apprendre l'investissement immobilier, oui, il faut comprendre toutes les petites technicalities de développement, de financement, etc. Mais un skill qu'il faut absolument que vous développiez aussi, c'est comment trouver des partenaires, comment ramener du capital, comment donner envie aux gens de travailler avec vous. Parce que quand les gens font la queue à l'extérieur de votre bureau parce qu'ils ont envie de travailler avec vous, tout se simplifie parce que vous avez le choix. Boum. Puis c'est quoi l'objectif exactement? L'objectif, D'ici 10 ans? Moi, mon objectif, Ouais. c'est que... au début, je m'étais mis un objectif financier. Je m'étais dit 50 millions d'actifs à 50 ans. On aura largement dépassé ça. Et en fait, maintenant, je ne me mets pas d'objectif vraiment en asset under management ou du nombre de portes, parce que les nombres de portes, ça ne veut plus rien dire. Ce que je veux arriver au point où je sais que je peux travailler 3-4 heures par semaine à gérer notre parc et notre empire, parce que maintenant on veut aussi se diversifier sur acheter des petites entreprises et pour pouvoir voyager parce qu'on aime ça. Boum. Et Axel, tu nous as bombardé de pépites d'or. Sincèrement, c'est sûr qu'on doit faire une deuxième entrevue où est-ce qu'on va parler plus en profondeur par rapport à tes projets, par rapport à des constructions neuves, etc. Mais pour le moment, je te remercie du fond du cœur. Je te souhaite beaucoup de succès dans tes projets et j'ai très hâte de te revoir. Merci beaucoup. All right. Salut. That's it. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé Axel, comment vous avez trouvé son contenu, comment vous avez trouvé ses pépites d'or. Écrivez dans les commentaires Better Call Chris, comme ça je vais savoir que ce genre d'entrevue-là, ce genre de personnes-là, que ça vous intéresse, mais de deux aussi, tu sais quoi, si vous désirez avoir un part 2 où est-ce qu'on rentre dans le vif du sujet de ces projets dans lesquels ils travaillent, c'est up and down, la réalité et les contingences, etc. Et écrivez dans les commentaires, encore une fois, Better Call Chris. Comme ça, si vous l'écrivez, je vais vous faire le petit cadeau de faire une deuxième partie avec Axel. Mais ceci étant dit, aimez, likez et partagez cette vidéo-là avec les gens que vous savez que ce contenu pourrait servir, mais non seulement pendant que vous y êtes, oui, pendant que vous êtes là, écrasez le bouton subscribe. Inscrivez-vous à ma chaîne. Inscrivez-vous à la chaîne pour que l'algorithme puisse me proposer à d'autres personnes comme vous, à qui ce contenu peut littéralement transformer votre vie, votre succès dans le monde de l'investissement immobilier. Et si vous désirez avoir plus de stratégies gagnantes et des vidéos comme celle-ci, je vous suggère de regarder une de ces deux vidéos-là.